Parce que on te... Bonjour. Merci. Bienvenue. Bonjour. Et ouais, non, mais voilà. Donc, je me réjouis de faire cette formation. Excuse une seule seconde après. Ce soir. Tu vas devoir aller parce que franchement, elle a dit. Non, mais je vais On leur a dit de se payer bien dans une passion. Voilà, ça ne pouvait pas faire chaque jour. Donc, du coup, elle a présenté l'aviron. D'accord, on fait des blagues, à 30 ans, Oui, mettez-vous là aux endroits confortables aussi. Voilà. Elle a utilisé une vidéo YouTube. Voilà. Est-ce que tu veux une petite table? Du coup, elle te dit qu'elle va préparer la présentation. Tu peux y aller à la fac. Tu pourrais y aller à la fac, certes, mais la dernière fois, j'en étais aussi. Parce qu'elle a fait ça à distance. Et elle devait pré-remplir des fiches, machin, et elle s'était dit, bon, je ferai ça 3 heures avant ou la veille, machin, et en fait, c'est suffisant, quoi. Après, je sais pas, j'ai pas du tout regardé ce que c'était. Tout un pour. J'ai pensé à ça. Ouais. Mais bon, des trucs qui étaient là, en fait. Peut-être que tu arriveras à trouver un truc bien. Donc, tout ce qui est normalisé. Hein? Ouais. Tous les trucs normalisés, forcément, c'est inadapté à. Après, c'est tous les apprentis, c'est pas que les sénateurs, tu vois. Donc, c'est aussi intéressant parce que ça prend. Tu partages. Ouais. C'est le partage qui va être intéressant. Le cours en lui-même. Ouais. Mais je sais que c'était assez chouette parce que les gens partageaient leurs expériences et mettre cadre. Saint-François. Ouais, c'est bien. Nous, on est là-bas à Saint-François. Ouais, c'est ça. Donc, il est C'est simplement prendre le billet d'aller sur le quai et après l'autorité. Moi, je fais 50 à Blanc. Il y a 50. Normalement, moins. Parce que c'est évident. Ah, ça va être Bien. Super bien. Marco, elle a 7 ans. Enfin, elle va avoir 7 ans. Et la dame, elle a un an et demi. Elle marche. Ouais. 50 40. C'est pas mal. Adèle. Tu connais aussi cette chanson. Tu sais que j'aime pas ce match. Non, c'est bon, tout. Ouais, ça allait. C'est cool d'avoir une grande sœur. Il ne s'insulte pas dans la maison parce que ça va pas chier. Oui, tu se connectes. Sinon, on enregistre et ça sera sur YouTube. Donc là, au bout d'un moment, il va te dans la tête. Là, c'est déjà sur YouTube. Là, C'est déjà sur YouTube. Déjà sur YouTube, là.
Welcome. Bonjour. Bonjour. Alors, nous, on est à quelle heure? Julien, Hier soir, message relatif. Cyril, j'ai raté le train de 9h30. À 15 ans. Cool, merci. Samedi, il a une séance avec tout seul en ville, avec 4 gamins de 8 ans à 10 ans. Trop bien. J'espère qu'il va pas en buter un. c'est rassurant pour les parents qui donnent des enfants de 17 ans. Attends, Dijon. Oui, en fait, je suis un peu la presse. Ouais, mais en fait, c'est un test. Je ne parle pas, donc si je fais, c'est comme si je parlais, donc les gens s'inquiètent. On n'a pas le son, on n'a pas le son. Rassurez-vous, vous avez le son. Ici, il y a plein de gens. Oui, on a le son, Laurent. Merci, Joël. On vous entend bien. Superbe. J'espère passer du matos de professionnel. Une matinée pour installer tout ça. Merci, Golk Media. Tant que ça augmente. Discussion. Par contre, ça, c'est pas super feng shui que d'aller là. Ouais. Non. C'est tout beau, on a le son. On a reçu, oui, on a le son, c'est tout bon, on a le son. Merci. Adieu. Tu peux couper ton son maintenant. Ah bon? Parce que sinon, tout le monde t'entend. J'ai déjà fait une visio comme ça où il y avait un mec tout nu qui faisait la visio. Donc, c'est là avec tous les députés socialistes au Grand Conseil. Alors, j'ai découvert qu'il était très poilu. Bonjour. On sait, là. C'est moi qui faisais ce bruit? Non? Ok. Non, PG, il est magnifique. Bon, on va lancer la conférence, la première conférence des 25 conférences de l'année 2023 organisée par Tribu Architecture. Bonjour. Installez-vous tranquillement. C'est une conférence qui s'appelait Bienvenue à Bisouville. Vous allez comprendre pourquoi à l'instant. D'abord, n'hésitez pas à éteindre vos micros vous-même quand vous nous rejoignez par Zoom. Tout ça va être enregistré, donc faites attention à ce que vous dites si jamais vous ne coupez pas votre micro. Et ce micro-là, il prend bien, donc faites attention à ce que vous dites aussi. Le micro, d'ailleurs, a été installé généreusement et par nos amis de Golk Media, dont Gavrilo est ici présent. On ne le voit pas, donc on pourrait peut-être faire un peu comme ça. Le public, moi.
Donc, c'est une conférence. Il y en aura d'autres sur d'autres thématiques, en particulier le 27 avril, sur une thématique encore qui se cherche, probablement un peu sur le 4e âge, le 3e âge, la fragilité, le handicap, l'inclusion, enfin tout ça. Ça va être vraiment super, mais j'ai aucune idée de ce qu'on va dire. Et puis, il y aura plein de visites à faire, en particulier de l'écoquartier des Plaines du Loup, de nos futurs locaux, le biotope qu'on est en train de monter aux Plaines du Loup. Plein de surprises extraordinaires pour 2023, c'est promis. En attendant, aujourd'hui, on va un peu faire le bilan du manifeste que nous avons sorti en 2020, tout début 2021. Je vais essayer d'enlever cette chose que l'on voit à l'écran. On ne peut pas ça. Je ne vais pas essayer de l'enlever parce que sinon, c'est sûr que ça va tout arrêter. Donc, l'objet de cette conférence, c'est de faire un petit retour autocritique et peut-être d'essayer d'aller un peu plus loin que 2-3 éléments qui ont été abordés dans le manifeste et qui ont été l'objet de discussion après les conférences que j'ai données ou que nous avons données, on va dire en quantité assez astronomique en 2021 et 2022. Je pense bien une cinquantaine de conférences, dont certaines s'appelaient d'ailleurs déjà Bienvenue à Bisouville, après avoir appelé cette conférence l'architecture ou la mort. Et puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment le terme le plus sexy, donc on est revenu à Bisouville, mais en gros, c'est la même conférence. L'architecture ou la mort, c'est Bisouville. Bisouville, pourquoi? Parce qu'en gros, on va essayer de voir quelle est la ville idéale, telle celle des bisounours. Ça aurait pu être la maison des barbapapas, mais en gros, on va essayer de voir tout ce qu'il y a de super génial de ce qu'on pourrait faire. Mais par contre, pour voir tout ce qu'il y a de super génial, il faut savoir ce que l'on peut faire évoluer et comment est-ce qu'on peut faire évoluer le territoire en même temps que l'urbanisme, l'architecture, dans un contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire un contexte, on va dire, dégradé, où il y a plein d'enjeux écologiques et on va voir qu'ils ne sont pas qu'écologiques. Ça y est, ça n'avance pas. Donc, le manifeste, je vais essayer de changer un petit peu. Excusez-moi, je dois me régler encore un peu. Je n'arrive pas. Ah voilà, c'est là. Pouf, pouf. Donc, le manifeste pour une révolution territoriale, il a un titre un peu engageant comme ça. Il invite à la révolution et il manifeste. Il montre déjà quelque chose qui montre une certaine intention forte d'agir sur le territoire et il invite à prendre les choses radicalement en main. Mais le fait-il vraiment? Et ah non, ça n'a pas recommencé là. Voilà, là, vous le voyez. Et en fait, tout ça, c'est que des mots. Hein, quand on appelle à la manifestation, mais qu'on ne fait rien, ou quand on revendique la révolution, on le revendique peut-être pas mieux que n'importe quel objet de consommation, comme du parfum, par exemple, qui fait la révolution, ou vous avez peut-être vu les pubs pour les voitures Tesla, qui sont la révolution de la mobilité individuelle motorisée. Donc vraiment, la révolution, en fait, ça ne veut rien dire. Donc la grande question à laquelle on a été confronté ces 2 dernières années, c'est que toujours, ah non, mais c'est vraiment dur ce que vous dites, c'est quand même des mots durs, c'est des mots comme l'architecture, la mort, c'est des mots forts, mais finalement, ce qui marque, c'est le fossé qu'il y a entre les termes qu'on utilise et puis les réels changements qu'on est non seulement en train de mener, mais qu'on est capable de mener. Donc, on va un petit peu discuter de ça. Et pour comprendre comment d'où on vient et où est-ce qu'on doit arriver, il faut d'abord comprendre d'où on vient et de ce que c'est que l'Anthropocène avec un point de vue extrêmement limité. Ce n'est pas un cours sur l'Anthropocène, c'est plutôt une sorte de point de vue territorial et social de l'Anthropocène. D'abord, qui sommes-nous? Alors ça, c'est Dudley, pour ceux qui connaissent Harry Potter. Et qui sommes-nous, nous, les enfants de l'Anthropocène, les enfants gâtés de l'Anthropocène? Et pourquoi on est comme ça? Il y a plein de questions hyper intéressantes. Je donne un cours à la HES de
de Fribourg qui parle de l'état de la planète. Et dans ce cours, je donne, on va dire, 1h30 sur les aspects écologiques, c'est-à-dire pourquoi notre environnement est dégradé, mais l'autre 1h30 est basée sur notre rapport à la planète, c'est-à-dire le fait de savoir que la planète est un environnement dégradé aujourd'hui, c'est finalement secondaire à la question de pourquoi nous détruisons la planète, pourquoi nous continuons de détruire la planète alors que l'on sait que nous devrions changer tout ça. Alors pour ça, il faut bien se connaître soi-même et il faut aussi connaître le territoire, c'est-à-dire de quoi on cause et c'est quoi le territoire de l'Anthropocène. Alors, il y a un artiste, un photographe australien, je crois, qui s'appelle Edward Burtynsky, qui a fait un film qui s'appelle Manufactured Landscape, que j'ai découvert, c'est comme ça que j'ai découvert Burtynsky, et qui a fait des photos qui s'appellent, dans un projet que vous pouvez aller voir sur Internet, qui s'appelle The Anthropocene Project, où il allait prendre en photo des images assez caractéristiques de ce que nous avons fait de la planète. Alors, je vous les passe comme ça, les quelques images sélectionnées, mais il y en a une bonne cinquantaine. Donc ça, c'est des serres pour produire des tomates en hiver. C'est là que se fabriquent les jouets de nos enfants ou nos appareils qui sont tous là. Ça, c'est une mine de charbon en Allemagne. Vous savez qu'en Allemagne, il y a des villages entiers qui sont expropriés pour relancer le charbon, pour pouvoir régler ou répondre à leur projet de réduire le nucléaire. Ça, c'est le barrage des Trois Gorges en Chine, 3 millions de personnes déplacées. Ça, c'est du déchet quelque part en Afrique, mais je ne sais plus où. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant dans l'Anthropocène, c'est de comprendre ce que Vincent Mignereau a très bien résumé. En gros, tous les processus de fabrication répondent un petit peu, de près ou de loin, à cette règle-là. C'est que l'Anthropocène et ce que nous faisons au quotidien, c'est utiliser beaucoup de ressources, avec beaucoup d'énergie, pour fabriquer beaucoup de déchets. Donc, il y a beaucoup dans tout ça, mais surtout, il y a cette règle immuable, c'est que l'on fabrique beaucoup avec des ressources non renouvelables en général et qu'on extrait beaucoup d'énergie pour fabriquer des déchets. Donc, c'est une bonne synthèse. Et puis, Edward Burtynsky a fait un petit tour, en faisant le petit tour de l'Anthropocène, un peu du territoire construit, c'est-à-dire celui qui est fabriqué directement par les architectes et urbanistes. Alors là, est-ce que c'est vraiment les architectes et urbanistes qui sont responsables de ça? On va en discuter. Mais ça, c'est vraiment une image tout à fait standard, tout à fait habituelle de ce territoire qui a été produit pendant ces 70 dernières années. Alors, on peut dire que c'est caricatural, mais je montre à mes étudiants ce que j'appelle la misère de l'espace moderne et que vous n'arrivez pas à voir là-haut. C'est l'effet Houston. Et ce qu'il y a d'assez intéressant dans cette image que je ne reconnais pas, elle est tournée. Bon, à cette image-là, non, elle n'est pas tournée en fait, elle est au bon endroit. C'est la quantité de voitures qu'on a dans les villes qui ont été construites, on va dire, principalement depuis la moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'il faut voir, c'est tout est voiture. Donc, au-delà du symbole Toyota à Houston, il y a des voitures partout autour, il y a des bâtiments qui sont des bâtiments voitures, hein, donc tout ça, c'est du garage. Et je vous défie, parce que j'ai fait ce test-là pendant, je pense, bien une demi-heure, je n'ai pas trouvé une seule personne dans cette image. C'est-à-dire que c'est une image de jour et je n'ai pas réussi à trouver une seule personne. Alors, cherchez Charlie, moi, je ne l'ai pas trouvé, mais ça, c'est assez symptomatique d'un extrême. Hein. Lausanne n'est pas comme ça. Et cet extrême-là, vous pouvez le visiter quand vous faites Google Earth et que vous allez à Houston. Cet effet Houston, en fait, il est vérifiable en permanence. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est de se balader avec ces fameux outils informatiques, c'est de se balader dans les rues et de constater, vu d'en bas, ce que ça donne. Alors, c'est un travail que j'ai essayé de faire moi-même. En me baladant, j'ai pris à peu près 600 images comme ça, de mon quotidien pour montrer que l'effet Houston, en fait, il existe dans nos quotidiens. Le but, là, c'est absolument pas de savoir où ça se trouve, mais de démontrer qu'on est tous confrontés à ces images-là et à ce quotidien-là. Et finalement, la quantité, hein, les 600 images que j'ai réussi à glaner en 6 mois, ne sont que la démonstration de l'emprise de cette imagerie-là sur notre quotidien. C'est-à-dire, nous sommes entourés de ça.
Ça, c'est quoi? C'est des espaces à caca de chien. Donc, il y a une rubrique caca de chien. Souvent, en général, il y a des panneaux interdiction aux chiens. Et puis, souvent, il y a quand même des caca de chiens. Et puis, c'est souvent les espaces résiduels. Il y a une rubrique spéciale espaces résiduels. Je vais y revenir après parce que j'ai 2-3 exemples. Il y a beaucoup de trémies d'entrée de parking, d'entrée de garage, etc., qui sont en gros les dommages collatéraux de nos architectures. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé de supporter ça? Non. Et la réponse est déjà non. On va en discuter. Donc voilà, un exemple comme un autre. Est-ce que vraiment, non seulement on est obligé de supporter ça, mais est-ce que vraiment on échappe à le faire? Ça, à Morges, je crois que c'est à Morges. À Lausanne, vous connaissez cette vue. Pour les Lausannois, ça doit être aussi à Lausanne. C'est à Lausanne, la descente du Valentin. Des espaces confisqués systématiquement par la voiture. Et ça, c'est Tribu Architecture qui a fait. Donc, le but, c'est vraiment de dire, ce n'est pas une question de jugement de valeur de ce que les architectes, les autres, les mauvais font, parce qu'en gros, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous faisons cette architecture n'est pas du tout lié à la qualité de l'architecture ou des architectes eux-mêmes. La question, c'est qu'on est condamné à le faire pour un certain nombre de raisons qu'il va falloir qu'on discute ensemble. C'est pourquoi est-ce qu'en fait on est condamné à ça? Et globalement, si on est condamné à ça, c'est parce qu'on dimensionne en fonction de normes, de règles, de standards qui sont en fait imposés, qui existent et qui sont imposés par la société. C'est-à-dire que nous-mêmes sommes liés à la société, nous sommes le bras armé de la société pour produire ces espaces-là. Quand on pose la question, par exemple les zadistes du Mormon qui posent la question, oui, mais il faudrait interdire le béton. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée que d'interdire le béton, parce que le béton est un matériau formidable. La question, c'est notre usage du béton. On ne peut pas reprocher quelque chose au béton. Le béton n'est responsable de rien. Et la question, c'est pourquoi les architectes ne peuvent pas faire autrement qu'en béton? Principalement parce que construire des garages souterrains autrement qu'en béton aujourd'hui, c'est assez compliqué. Donc, on est dans un usage, on cherche un coupable et on polarise sur un certain nombre de problématiques qui sont des problématiques en fait beaucoup plus sociétales qu'architecturales et urbanistiques. Le jour où on peut construire enfin les murs de terre crue que nous dessinons, le réemploi que nous dessinons, les murs en chanvre que nous dessinons, eh bien, on sera content. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Donc, on fait beaucoup de projets, mais on ne les fait pas. Et donc, ça, c'est lié à toute une série de questionnements qui méritent une révolution. Alors, quelle révolution? La première révolution, c'est une révolution dimensionnelle. Pour comprendre cette révolution dimensionnelle, il faut avoir une petite idée de la juste mesure des choses. On va commencer à droite. À droite, vous avez ici l'impact CO2, carbone, d'un Suisse moyen, donc environ 130 tonnes pour toute la Suisse, mégatonnes, pardon, donc 16 tonnes par Suisse moyen, évidemment. Et puis, vous avez la barre en bas en jaune qui est la neutralité carbone, c'est-à-dire ce que les Suisses ont signé en 2017 suite aux accords de Paris en 2015. Donc, déjà, il nous faut 2 ans pour signer ça. Et puis ensuite, on promet ça. C'est qu'on promet qu'en 2050, on atteindra la barre jaune, alors qu'aujourd'hui, nous émettons l'ensemble de ces petits paquets-là. La barre jaune correspond aux petits paquets et uniquement à ce que nous, Suisses, sommes responsables au sens de la façon de calculer cet impact carbone. Évidemment que là-dedans, il y a des choses que l'on émet sur territoire suisse. Tout ce qui est bleu, c'est notre mobilité quotidienne, c'est le chauffage de nos habitations, l'eau chaude sanitaire, etc., l'électricité, et un peu de consommation quand même, de biens de consommation qui sont produits ici. En violet, il y a ce que nous émettons à l'étranger, mais pour nos biens de consommation. Donc, on intègre l'ensemble de tout ce qui est émis à l'étranger, mais qui est lié à nos besoins. Et puis, en rouge, qui est une particularité helvétique, parce qu'on a un très fort taux pouvoir d'achat en Suisse. On voyage en moyenne 6,3 fois par année en avion, donc vol aller simple,
ce qui montre qu'on est des très grands gourmands d'aviation civile et que ça a un impact non négligeable parce que c'est 25 mégatonnes, c'est à peu près 19% de notre impact. Donc, la première des choses à faire, c'est supprimer l'aviation civile et on aura déjà atteint un tout petit bout de ce 96% de réduction qu'on doit atteindre d'après les accords de Paris qui continuent, dont l'échéance continue de se rapprocher et on continue d'être assez exactement dans ce petit paquet de 16 tonnes par Suisse, en moyenne. Suisse et habitants suisses, hein, on ne va pas chipoter. On peut aussi mettre ça, puisqu'on parle de révolution dimensionnelle, en correspondance avec l'impact du secteur financier, puisque Crédit Suisse a été racheté à coups de milliards pour sauver le secteur financier suisse. Eh bien, on se rend compte que le noir ici, c'est 1085 mégatonnes, et on voit la correspondance avec les 130 mégatonnes qu'on retrouve à côté. C'est-à-dire ça, c'est l'impact de la place financière suisse qui a, ça c'est des chiffres du rapport du Conseil fédéral Environnement Suisse 2018, c'est pas moi qui l'invente, et je leur fais confiance. Il y a un vrai enjeu à travailler sur, non pas notre empreinte carbone, mais celle de notre responsabilité, c'est-à-dire de la place financière suisse, à 1085, à mettre en comparaison des 130 mégatonnes d'à côté. Donc, il y a un vrai enjeu dimensionnel. C'est quand on parle de changer des choses, on parle de changer beaucoup, 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 diviser par 27 et enlever 96% de notre impact. C'est aussi ça, la révolution dimensionnelle, c'est de se rendre compte aussi, c'est l'impact que l'humain a vis-à-vis des autres espèces, végétales, mais aussi animales. Et on voit là des comparaisons, il y en a plusieurs qui existent de cette nature-là, où on voit que si on mélange l'ensemble des mammifères qui sont soit des humains, soit des animaux qui servent aux humains, donc des animaux de rente, des porcs, des vaches, mais pas des volailles, par exemple, qui ne sont pas des mammifères, eh bien, 96% de la biomasse des mammifères sur Terre, c'est nous, c'est l'Anthropocène. Donc, il faut bien se rendre compte que l'Anthropocène, ce n'est pas juste un petit événement comme ça, c'est que c'est une empreinte énorme sur la planète. Il y a 7,5% de l'ensemble des humains qui ont existé sur Terre qui sont vivants aujourd'hui. Donc, si on prend l'ensemble des êtres humains qui sont nés depuis 300 000 ans, 7,5% existent aujourd'hui et sont vivants. Donc, c'est vraiment une empreinte importante qui nécessite de prendre conscience de cette dimension et de cet impact dimensionnel. Question de mesure. Un certain nombre d'exemples maintenant qui me tiennent à cœur parce que je n'aime pas du tout la voiture, mais vous allez comprendre pourquoi je n'aime pas la voiture en regardant ces exemples-là. On a fait une petite étude à l'époque. Dans le périmètre rouge que vous voyez là, si on enlève les bâtiments, il y a 87% qui sont consacrés à la circulation automobile, au stationnement ou à la circulation vers le stationnement. 87%, c'est le cas le pire à Lausanne. Ça navigue entre 57. J'ai aucune note qui apparaît. Donc, si je vais trop vite, c'est peut-être parce qu'en fait, j'ai plus aucune note qui est apparue. Donc, ben voilà, ça réapparaît. Donc, on voit là l'impact de la circulation automobile, surtout d'ailleurs de 95% du temps de la circulation automobile, c'est-à-dire la non-circulation automobile, le stationnement. Et ce qu'il y a d'assez inquiétant quand on prend conscience de cet effet Houston à l'échelle lausannoise, c'est combien c'est insidieux et combien on ne s'en est pas rendu compte et combien il est important de retrouver un juste regard sur ça. Ça à Lausanne, mais à Paris, avant les modifications faites récemment, 50% de l'espace public était consacré à la circulation automobile qui correspondait qu'à 13% des déplacements à Paris. Et donc, il y a un vrai levier absolument partout. Et cet effet Houston, il est universel. Autre exemple, c'est que si on prend les 96 210 places de parc lausannoises, à qui servent-elles et qu'est-ce qu'elles représentent en dimension? On est architecte, urbaniste, la dimension, c'est notre domaine. Est-ce qu'on a maîtrisé à un moment ce projet? Ah, pardon. Moi, je l'ai ici pourtant, je te jure. Vous le voyez? Donc là, vous avez le périmètre de la ville de Lausanne qui est
à peu près à moitié constituée de zones foraines. C'est ce qu'on voit dans ces émergences dans les bois du Jura, par exemple. Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est 241 hectares pour le stationnement. Alors, la règle, elle est simple, c'est 96 210 places de parc fois 25 mètres carrés. Et c'est une fourchette plutôt basse parce que 25 mètres carrés, il faut faire un parking genre Ikea, quoi, super balèze, où on a rationalisé l'ensemble des voies qui permettent d'aller jusqu'aux places de stationnement. Donc, si on prend cette surface, et ce qu'elle représente, elle représente 241 hectares. Pour la petite comparaison, les Plaines du Loup, l'écoquartier des Plaines du Loup, toute l'étape, 13 000 habitants emploi, c'est 34 hectares. Là, on parle de 241 hectares. On peut se dire, oui, mais bon, c'est quand même vachement utile, la voiture, certes, mais la question, c'est la voiture de qui, tout ça? Et il y a en fait 130 hectares seulement de ces 241 qui sont des places de stationnement pour les Lausannois. C'est-à-dire qu'on a une politique, encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire sur le fait que le développement durable, on le fait quand même depuis quelques dizaines d'années, eh ben, il y a 111 hectares qui sont encore mis à disposition des non-Lausannois, c'est-à-dire des gens qui viennent stationner. Donc, d'une politique qui favorise la mobilité individuelle motorisée. On peut dire ce qu'on veut, mais les chiffres sont là et ils sont têtus, parce qu'aujourd'hui encore, et vous le savez, quand on réalise un projet, on a une obligation de réaliser des places de parc. On est en permanence en croissance de places de parc. Je vais tout de suite aller là. Ça montre qu'il y a un vrai besoin de transformer ce qu'on a fait et donc d'avoir un regard par rapport à l'Anthropocène et à ces territoires de l'Anthropocène critique. Et la révolution, c'est aussi savoir remettre en question le passé. Et il y a un très bon exemple, c'est le mirage ou cette idéologie de la performance qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de faire évoluer la loi pour augmenter les performances. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on crée des tout petits paquets jaunes qui sont tout à droite de ce tableau qui montrent l'ensemble du parc immobilier au fil des années. C'est-à-dire que l'impact écologique, c'est-à-dire la consommation énergétique par année de construction, ben finalement, s'améliore au fil du temps parce qu'on s'est mis à isoler. Puis au bout d'un moment, on s'est mis à faire des trucs vraiment super, genre Minergie, PECO, plein de bardés de labels. Et donc, il y a une vraie question philosophique là, c'est est-ce que vraiment il faut continuer à faire toujours mieux pour une minorité ou est-ce que l'enjeu, ce n'est pas d'assainir ce qui se passe? On dit ce qu'on veut sur l'assainissement et tout le monde est d'accord là-dessus. Je ne connais pas un seul politicien, même de droite, qui dit il ne faut pas assainir. Et on a fait on a des enveloppes budgétaires pour aider les gens à assainir, mais dans les faits, que fait-on? Il faudrait, pour atteindre les accords pour respecter les accords de Paris et donc avoir besoin de, en tout cas, moins de chauffage, voire plus du tout de chauffage, il faudrait assainir 3% depuis 2018 par an. Or, on en est à 1%. C'est-à-dire que chaque année, on fait 3 fois pas assez. Donc, il y a un vrai enjeu, là, à se souvenir que plutôt que de se battre pour l'arbre qui cache une forêt, voilà, il y a une maison ici, au fin fond du canton de Vaud, qui ne consomme pas d'énergie, c'est quand même vraiment super, on ne peut pas dire que ça soit nul. La question, c'est qu'est-ce que cette maison par rapport à l'ensemble? Et est-ce qu'il faut vraiment créer des privilèges entre celles et ceux qui vivront dans des bâtiments très, très bien isolés et celles et ceux qui continueront de vivre dans ces mètres carrés-là bien pourris au moment où l'énergie va commencer à renchérir? Ça, c'est lié, je pense, cette façon de voir les choses, liée à une autre idéologie qui est l'idéologie de la nouveauté ou de la croissance. Et vous avez ici une petite étude qu'on avait faite en fin 2019 où on voit les 76% du parc immobilier vaudois qui n'est pas assaini et puis le 24% à peu près qui est assaini. Donc, c'est 16 millions de mètres carrés non assainis. La question, c'est est-ce qu'il faut continuer de croître à 1% par an jusqu'en 2050 et puis constater à ce moment-là qu'on aura 26% de logements isolés en plus et qu'on aura confirmé que 56% du parc immobilier, les mêmes 16 millions, ne sont toujours pas isolés. Ou bien est-ce que l'enjeu, c'est arrêter de croître et assainir urgemment ces mètres carrés-là? Il y a plein de questions au-delà de l'assainissement liées à notre consommation de mètres carrés. Je survole la question là, mais pour poser ces questions sur notre référentiel et notre idéologie, nos idéologies, en particulier de la croissance et de la nouveauté.
Et puis, il y a une autre question dimensionnelle, c'est celle de la dimension temporelle. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation très particulière. C'est qu'on a signé pour une échéance. On a signé pour 2050. Et 2050, on s'est engagé, moralement en tout cas, à dire on va y arriver. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir tout ce qu'on arrive à ne pas faire. Alors que cet objectif, on l'a confirmé. Donc, en fait, on a confirmé un objectif sans se poser la question de savoir comment. Comment, si ce n'est la révolution. Et cette petite image rigolote, en tout cas, moi, ça me fait hurler de rire. Donc, je suis d'abord étonné que vous ne soyez pas en train de hurler de rire, qui montre, en gros, par quel mécanisme, aujourd'hui, on est complètement piégé, qui fait que la révolution, elle doit aussi tenir compte de ce paramètre-là. On s'est engagé pour une révolution temporelle. Alors, le dimensionnement, c'est notre quotidien. Et si on y réfléchit, nous, architectes, urbanistes, le temps qu'on passe à dimensionner le stationnement, les surfaces, le sismique, j'essaie de dérouler mon truc, hein, le confort thermique, tout est toujours dimensionné. Et donc, on est les victimes de ce dimensionnement parce qu'on fait ce qu'on nous demande de faire. On est peut-être gentil de le faire aussi. Hein. Peut-être qu'il y a un moment où on pourrait se révolter, se rebeller contre ce dimensionnement-là. Oula. Pardon. On pourrait se rebeller, et ça, c'est une vraie question. C'est comment agir, j'espère qu'on aura un peu de temps pour en discuter à la fin, comment agir pour se rebeller contre ces choses qui ne sont en fait pas de notre ressort. On nous a confisqué l'architecture, on nous a produit ces environnements, ces espaces à caca de chien, cette misère de l'espace moderne. Aujourd'hui, on nous a confisqué notre outil, le fait de pouvoir dimensionner. Et c'est mal. Tout ça, ça veut dire qu'en gros, ça fait référence à des choses qui sont plus fortes que nous, ou en tant que technicien, on n'est pas en mesure de le faire. Donc, d'où ça vient? Eh bien, ça veut dire qu'il faut faire attention, ou il faut être attentif à révolutionner nos têtes, nos esprits et nos référentiels. Ça renvoie au 3e chapitre du manifeste qui s'appelait Cultura et qui renvoyait à cette nécessaire action. Et cette action, on va y revenir tout à la fin, elle est vraiment fondamentale pour comprendre combien les normes sont, les lois et les standards, de manière générale, sont notre problème aujourd'hui. Je vous renvoie à ce film qui est extraordinaire, qui parle de l'anormalité et d'une structure d'accueil d'enfants atteints de troubles extrêmement aigus et d'une institution qui essaye de se battre pour accueillir des enfants en dehors de ces normes. Et il y a un super extrait, regardez au moins l'extrait sur YouTube, qui montre le rapport entre l'institution et des gens, des technocrates qui sont là pour surveiller, parce que quand même, il faut faire attention aux enfants, on fait tout ça pour les enfants c'est quand même vachement important, les enfants, le handicap, mais est-ce qu'on arrive à faire un projet inclusif avec juste l'application de normes? Et qu'est-ce que ça dit de notre rapport au handicap que de traiter ça par des normes plutôt que par des mécaniques qui intègrent ça? Ça, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on va largement développer ça, j'espère, le 27 avril, ici même. Donc, surprise. Hors norme, c'est aussi cette représentation, vous vous rappelez peut-être en 2020, Emmanuel Macron qui a dit « je ne crois pas au modèle Amish », en gros. Et moi, je me suis beaucoup intéressé au modèle Amish depuis, merci Emmanuel, parce que, en fait, les Amish, ce n'est pas un modèle, c'est 150 modèles différents. Les Amish, quand on leur dit « voilà, vous aurez l'électricité », ils disent « hop, d'abord, on va tester ça, on va l'évaluer, et à la fin, on décidera si oui, l'électricité, c'est mieux ou moins bien que ce que c'était avant ». Et pendant un certain laps de temps qu'ils décident eux-mêmes, ils ont inféodé la technique à des choix démocratiques. Ils décident, et donc il y a la force de la communauté, donc évidemment au genre de terme qu'on n'ose plus utiliser dans notre société individualiste, mais la force de la communauté, c'est d'inféoder tous ces choix, et des choix qui sont librement consentis, hein, c'est-à-dire que les gens décident ensemble qu'ils n'auront pas le téléphone, qu'ils n'auront pas la voiture, qu'ils n'auront pas Internet, et tout ça fait qu'il y a plein de communautés, parce qu'ils ne sont pas tous forcément d'accord, donc il y a des communautés qui choisissent finalement la voiture, mais pas l'électricité, pas le téléphone, etc. Je ne connais pas le détail, hein, pas assez. J'ai survolé des articles et je n'ai pas lu de bouquins sur les Amish, que l'on soit bien clair. Mais je trouve qu'anthropologiquement, ça montre beaucoup sur notre rapport, nous, au progrès,
qui fait que, en fait, est-on vraiment libre de choisir? Et est-ce que vraiment, on n'est pas soumis nous-mêmes à d'autres référentiels? Et là, je vais vous laisser regarder ça un petit moment, méditer sur cette image. C'est Georges Maroun Kikano, que vous connaissez certainement, et Madi Boursiaga. Et Madi Boursiaga, sa copine, qui est une youtubeuse, aussi, comme lui. Donc, allez voir GMK sur YouTube. Vous pouvez vous en souvenir. GMK sur YouTube. GMK. Et vous allez voir à quoi on est confronté. Mais est-ce que vraiment, ce n'est pas la majorité de notre société, ou en tout cas une bonne partie de notre société, qui est représentée là par ces valeurs-là? Et ce que je trouve vraiment intéressant, là, avec une image qui apparaît comme caricaturale, c'est de bien se rendre compte. Est-ce que nous ne sommes pas toutes et tous un tout petit peu quand même dans un tout petit peu de cette caricature? C'est la caricature, certes. Mais quand on entend des gens qui disent « Oui, mais vous les jeunes, hein, ils s'adressent aux jeunes, vous les jeunes, on compte sur vous parce que vous allez manifester pour le climat. Donc vous, comme vous manifestez pour le climat, forcément vous êtes représentatif de la jeunesse. Forcément que vous ne rêvez que de dreads et de feux de camp dans les ZAD. Et donc, forcément que vous êtes contre ça. Mais c'est qui la jeunesse? C'est qui ces gens? Qui sont-ils? Et qui sommes-nous? Et pourquoi on en est encore à se poser ce genre de questions? Parce que moi, je pense que je ne connais pas de youtubeurs écolo qui fassent autant de vues que Georges Maroun Kikano. Et ça, je pense que ça montre beaucoup de notre problème vis-à-vis de choix, vis-à-vis de mode de vie que l'on choisit. Par exemple, ça, c'est la carte de vœux de fin d'année, de vœux de Noël 21, de Thomas Macy, qui est gouverneur aux États-Unis, où il s'est pris en photo comme ça. Il faut voir la vraie image parce qu'elle est absolument géniale. Ils sont tous hilars et contents et ils défendent des valeurs. Ils se présentent, cette photo, elle est là pour dire quelque chose. Donc, si on l'analyse, ce qui est super intéressant, au-delà de la représentation belle voiture, belle femme, il y a aussi d'autres types de représentations qui sont toutes des représentations qui existent. Hein. Et donc, ce monde-là, c'est aussi le nôtre, quoi. Donc, non, nous ne sommes pas tous des bisounours, exactement. Et donc, c'est assez intéressant de réfléchir à ce que l'on peut faire. Et il me semble, et c'est une thèse que j'aimerais vous soumettre, que notre problème il est lié au paysage, à la nature, au paysage. Les paysagistes ici, les gens qui s'intéressent au paysage, et que si notre rapport au paysage change, potentiellement, ces référentiels-là, ils vont changer avec. Et je vais vous expliquer pourquoi. À mon avis, hein, c'est une thèse, je ne prends pas beaucoup de risques à vous le dire. J'ai l'impression d'abord que, probablement parce que les gens ils font les mêmes 600 photos dans leur tête que j'ai fait en se baladant en ville, c'est tellement cool de partir et donc d'aller voir d'autres choses. Ce besoin d'évasion, c'est quand même quelque chose qui est fondamental et important pour la majorité des gens. J'ai besoin de partir parce que c'est vraiment trop affreux, je suis épuisé, je suis en burn-out, j'ai besoin de partir, je m'enfuis. Et ce besoin d'évasion, il impacte fortement. La publicité est un très bon moyen de décortiquer finalement ce que nous sommes réellement, parce que la publicité, elle sert à nous démontrer qui nous sommes. Elle a cette vocation, on va dire, première. Et puis, il y a un autre référentiel important, c'est ce besoin de premium. Hein. Une publicité, elle cherche toujours à montrer ce qui est cool, ce qui est fun, ce qui est beau et ce qui est premium. Hein. C'est-à-dire que quand vous achetez un forfait quelque part, si vous achetez, c'est toujours forfait premium, privilège. Et ça, c'est important parce que ça dit beaucoup de toute une série de choses sur notre rapport au territoire. C'est ce qu'on va voir. D'abord, le grand paysage. Le paysage ne peut être que grand. Et d'ailleurs, il n'a de la valeur que s'il est grand. Pourquoi? Parce que c'est bien de pouvoir avoir une vision... pourquoi ça ne suit pas là? Une vision dominante sur le territoire. Le territoire, il est grand, on est au-dessus et on le domine. Hein, un peu comme les êtres vivants de la planète. Et donc, c'est important d'être attentif à, chez les architectes, par exemple, c'est quelque chose dans le monde de l'immobilier, quelque chose de très important, c'est la question de la vue. Hein, quand vous voulez vendre un bien immobilier, dites qu'il y a une belle vue, et plus la vue est pornographique, c'est-à-dire de Villeneuve à Genève,
mieux ça sera, mieux vous arriverez à vendre. Cet attrait de la vue, ça dit quelque chose. Ce n'est pas la vue sur les voisins, ce n'est pas la vue sur le petit espace en bas de l'immeuble, c'est la vue sur le grand paysage, la vue dominante. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça se voit dans l'architecture. Ah. Ça, j'ai pris au hasard sur HDLI, j'ai trouvé, mais vraiment, ça m'a pris 30 secondes de recherche. Et ça, c'est l'expression, à mon avis, de la traduction en architecture de ce rapport au paysage. C'est un rapport dominant. On se met dans une cabane, je ne sais pas comment elle a été construite, comment est-ce qu'on arrive à mettre un truc comme ça au plus haut sommet des Alpes, ou presque, hein. En tout cas, on tutoie les sommets, premium, et puis ensuite, on s'offre la vue que personne d'autre ne pourra avoir, si ce n'est qu'on l'aura peut-être confisquée à autrui, et c'est toujours une vue dominante, une vue plongeante, seule face au monde, c'est-à-dire j'ai dominé la nature parce que je domine le paysage, ou plutôt, ce besoin de dominer la nature que nous avons s'exprime aussi en architecture par ce besoin de dominer le paysage. Alors, il y a plein de choses à étudier dans ce... Ah, c'est pas possible. Dans cette image, y compris le fait qu'il y a visiblement un vin grand cru ici, qu'il n'y a aucun meuble parce que c'est la sobriété. Donc, on fait référence à un imaginaire qu'on a de la peine à... Mais quand même, c'est authentique, c'est un peu le foutoir, mais quand même. Surtout, on a une quantité d'espace gigantesque. Je ne connais pas une seule cabane de montagne qui est faite comme ça. Cabane de montagne, c'est plutôt... c'est rationnel, c'est dense et tout. Là, non, c'est plutôt... C'est comme ça. Oui. Ah oui, bon, c'est une cabane de pseudo-montagne, c'est une cabane touristique, ça. Oui, ouais. Mais c'est un rapport collectif. C'est-à-dire qu'on a construit pour tout le monde un rapport qu'on a mutualisé. Ça, on pourra en causer après. Bon, ça se traduit en architecture par le privilège territorial. C'est-à-dire que c'est un privilège que l'on recherche. C'est toujours plus cool, c'est toujours plus beau de faire cette architecture-là que de faire un truc un peu compliqué dans un centre urbain entouré de bagnoles et tout. Ben, vivre sous un viaduc autoroutier, c'est quand même moins sympa que de vivre ici. Et vivre ici, c'est simplement l'architecture qui va avec ce rapport au paysage dominé et d'une implantation qui est en fait imposée aux autres. Et ça renvoie à tout un débat, sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire en gros, ce que l'on recherche avec ce besoin de dominer les autres, c'est de l'individualisme. En gros, on ne fait que reproduire ce que notre société nous invite à faire au quotidien et en permanence depuis des dizaines d'années. Donc, il faut juste être conscient de ça, hein. On est les victimes de ce domaine-là, de cette façon de voir les choses. Donc, des maisons qui toutes reprennent des codes du privilège territorial. Du privilège territorial. Du privilège territorial qui a de la peine à faire oublier, vous connaissez peut-être cette image, j'ai lu un article sur l'auteur de cette photo qui dit on ne cite jamais mais que je suis l'auteur de ces photos, et il raconte un peu le hasard de cette photo-là, et surtout, il montre dans plusieurs de ses œuvres, mais il y a beaucoup de photographes qui travaillent là-dessus, sur ce rapport, en fait, territorialement extrêmement marqué, hein, les gated communities, mais aussi simplement le fait que, voilà, on a créé quelque chose pour certains de façon complètement déconnectée du contexte. Donc, c'est un rapport territorial qui n'a même plus la décence de se rendre compte que ces gens-là vont en fait surplomber la misère du monde et que donc ces écarts-là, ils seront devant nous. Ce que Edward Burtynsky montre avec ces images, c'est nous rappeler le territoire qui a été sacrifié ailleurs, mais au moins il n'est pas devant chez nous. Mais si on regarde avec un nouveau regard, on a aussi ça chez nous. Et c'est ce que essaye de montrer exactement comme Burtynsky, notre ami Hugul. C'est pas Hugul. J'arrive pas à lire. Ougour.
Ugur Gallenkous, avec ses photos coupées en deux. Vous connaissez peut-être, il a fait un bouquin récemment extrêmement fort, je trouve, où en gros, il met ensemble une humanité qui a été découpée en deux. Une humanité de privilégiés à côté d'une humanité du vrai monde. Il n'y a pas de privilège sans inégalité. Le fait de montrer ça et de ramener ces paysages-là, cette réalité-là, ces humains-là, face à nous, c'est une façon de nous montrer pas le privilège, mais que cette recherche de privilège ne se fait que aux dépens d'autrui, et donc il n'y a pas de privilège sans inégalité. Ugur Gallenkous, magnifique. Je laisse un petit moment. Donc, ça pose un certain nombre de questions. Je n'ai pas les réponses là. Donc, je pense plutôt dans la discussion qui va venir que se posent un certain nombre de questions sur le paysage lui-même et sur le métier. D'abord, le paysage. Effectivement, quand on voit ce genre d'espace qui n'ont absolument pas de vue, on ne sait plus les faire. Et donc, il y a toute une série de valeurs qu'on a perdues ou qu'on a abandonnées ou qu'on nous a confisquées. Moi, je ne sais pas en gros qui est responsable de quoi, mais globalement, on n'est plus capable de faire ça. On n'est plus capable parce qu'on n'a plus on ne l'a plus fait depuis des dizaines d'années et qu'on n'est plus capable parce qu'il n'y a plus de règles qui nous permettent de faire ce genre de choses, si ce n'est le hasard des choses, le hasard de la vie qui fait que, tiens, dans ce règlement d'affectation, il y a tout d'un coup une possibilité miraculeuse, mais rien n'est fait dans aucun règlement et dans aucune tête pour que ce genre de choses se fasse. Dans les années 2006 à 2014, quand j'étais au conseil communal de Lausanne, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là et j'avais déposé un postulat sur la densification en disant qu'il faut arrêter l'extension de nouveaux quartiers. C'était avant et après Métamorphose, pour la petite histoire, le projet des Plaines du Loup. Il faut surtout favoriser la densification diffuse, c'est-à-dire retrouver l'urbanité qu'on a perdue. Mais il y a toute une série de critères. En fait, c'est ce qu'on apprend à l'école. Il n'y a qu'à, en gros, appliquer ce qu'on a fait. Il y aurait qu'à faire des projets intelligents. On est tous capables, en fait. Et donc, des projets qui prévoient l'urbanité. L'urbanité, c'est l'endroit où les gens vivent ensemble. Donc, ceux qui vont vivre à la campagne parce qu'ils fuient la ville, c'est bien. La ville, c'est des rapports humains, c'est la forme bâtie qui permet ces rapports humains, ces rapports équilibrés, ce n'est pas des rapports privilégiés. Ça passe par questionner la densité, la spatialité, cette compétence, la spatialité. Comment c'est possible à ce point qu'on ait perdu le sens de ce qui est beau? Pourquoi on nous a enlevé ce rapport autre que la vue, c'est-à-dire l'ouïe, le toucher, l'odeur, enfin des choses qui fabriquent aussi un rapport à l'espace, un peu phénoménologique, un peu comme le dirait Zumthor. Pourquoi est-ce qu'en fait, à ce point-là, on s'est déconnecté de ces choses-là? Parce qu'on a repris une logique qui est beaucoup plus de l'anthropocène, c'est-à-dire infrastructurelle, on fait des ouvrages et ensuite on se plaint qu'on construit trop en béton. Et donc d'autres problématiques, d'autres questions, par exemple l'intériorité. Évidemment, face au grand paysage, l'intériorité, c'est vécu comme mal. Donc, il faut re-questionner toutes ces questions, tous ces aspects-là, la proximité, la diversité, la mixité, etc., parce que tout ça, c'est beau. Et il faut refaire de ça, on parle souvent d'imaginaire et de partager de nouveaux récits. Eh bien, moi, mon récit, il est là, et j'aimerais bien, en fait, que ça rentre dans les têtes. C'est pour ça que je ne vais pas plus loin pour dire oui, mais comment? Parce qu'il faudrait un cours de 6 mois, une fois par année, donc c'est une fois par semaine, mais ça peut se faire si jamais. Et je passe tout de suite à la question du métier. Il y a quelques années, on a été invité comme prof invité à la HES de Fribourg et on avait donné une conférence qui s'appelait « Faire ou ne pas faire ». That is the question. Et ça posait un certain nombre de questions sur notre rapport, nous, notre responsabilité. Alors, ça insistait beaucoup à l'époque sur le rapport éthique à notre activité d'architecte. Et donc, sur le fait qu'avant de savoir s'il faut se commettre dans l'architecture qui produit la merde qui nous entoure, est-ce qu'on ne peut pas déjà se poser la question de ne pas faire?
Et il suffirait que tous les architectes du monde se prennent par la main et cessent de faire que déjà on aurait sauvé le monde. Ouais, sauf que c'est un petit peu bisounoursien comme façon de voir les choses. Donc, je vais vous proposer un peu 2-3 pistes de réflexion sans jugement de valeur, parce que objectivement, vous l'avez vu avec une œuvre majeure de Tribu Architecture, on fait partie du même mouvement et que donc on essaye de se chercher, on se trouve, et qu'une chose qui a été dite d'ailleurs dans le manifeste, qu'il faut admettre une bonne fois pour toutes quand même, hein, c'est que de toute façon, c'est la merde. On n'est pas capable de transformer la réglementation, les standards, les esprits en même temps qu'on fait notre métier. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut le faire tranquille, sans trop se mettre la pression. La première chose, faire. Ça, c'est une image tirée de... En tout cas, c'est chez Dreyer et Frenzel qu'on me l'a donné. Donc, tirée de leur opération Super Basler. En gros, ils ont une activité qui est une activité de faire, manuelle. Donc, ils manufacturent. Donc, ils se posent plein de questions et ils font eux-mêmes. Et je dois dire que quand j'entends mon collègue David dire qu'il allait mettre, bonjour David, si tu m'entends, qu'il allait mettre de l'isolation coupe-feu lui-même, tellement il en avait marre qu'on ne fasse pas. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on ne reviendrait pas un petit peu à mettre, à faire nous-mêmes, quoi, hein? Parce que si je fais le bilan de ce que je fais, moi, mais nous tous, finalement, nous toutes et tous, on fait beaucoup de concours et on n'en gagne pas beaucoup, donc on fait beaucoup de projets qui ne se réaliseront pas. Et donc, si on réfléchit à ce que l'on fait vraiment, c'est extrêmement minoritaire. Donc, on est payé à faire des études. D'ailleurs, c'est un truc, moi, qui m'hallucine, c'est cette manie des études. Avant de se décider, on va faire des études. Bien sûr, parce que des fois qu'on a un doute sur l'état de la planète, sur le fait qu'il y a urgence, et puis qu'il faudrait faire. Non, on va d'abord bien prendre le temps, bien faire des études, c'est-à-dire ne pas faire, pour pouvoir ensuite décider qu'on fera, ou peut-être qu'on fera sous condition, mais ça va bien nous permettre de prendre le temps. Et on est payé à ça. Une bonne partie de notre travail d'architecte, c'est pas faire. Et je pense qu'on doit se reconnecter un peu à ça. Évidemment que ça conditionne, ça nous oblige à reconditionner notre rapport aux entreprises, à la loi sur les marchés publics, peut-être au concours, peut-être à plein de choses. Il y a plein de choses qui sont liées à nos activités, qui sont en fait des choses qu'on n'ose plus remettre en question. Et moi, je pense que maintenant, ça suffit, il faut faire. Ensuite, la question que ça pose, c'est que j'ai l'impression que les architectes ont oublié, et que c'est un peu lié à la question de faire, ils ont un peu oublié la vocation du projet. Pendant toute la modernité, le projet, on dessinait 3 typologies et on construisait 1000 logements d'un coup, quoi. Ernst May à Francfort, entre 31 et 33, du genre, ils construisent 10 000 nouveaux logements parce qu'il y a besoin de faire des logements. Et ils le construisent. C'est la ville de Francfort qui engage l'architecte, qui engage les maçons, qui engage les gens. Ils font directement. Et donc, on n'a pas des multitudes de sous-traitants qui ne font pas. Et je pense que c'est lié à notre manie, justement, du référentiel. C'est-à-dire, c'est très bien de militer pour un nouvel imaginaire. Non, pas Georges Maroun-Kikano, mais plutôt la belle cour à Paris et tout. Ouais, faut se battre là-dessus. Oui, d'accord, il faut se battre là-dessus. Mais n'empêche qu'il ne faut pas que ça soit un truc que l'on rêve et puis qu'on dessine ou qu'on fasse faire par des sous-traitants qui font des images de synthèse jolies et qui nous font penser que c'est bon, on a fait des projets jolis. On fait des projets jolis, on se fait rêver, mais on ne les fait pas. Donc, je pense qu'il y a, dans notre façon de défendre les projets qu'on fait, un problème qui est lié au fait qu'on a mélangé l'utopie et le projet. Ou plutôt, on fait des projets qui sont des utopies. L'utopie, ce n'est pas fait, on va dire étymologiquement, ou comme Thomas More le présentait, ce n'est pas fait pour être réalisé. C'est un peu une perspective assez lointaine, mais à laquelle on ne croit pas. Et je pense que c'est ça la force du projet, par opposition à l'utopie, c'est que le projet, il est concret. Hein, il doit se faire maintenant. Donc maintenant, s'il vous plaît, arrêtez de faire des projets qui ne se font pas. Il y a quelques années, dans le ne pas faire, on avait sorti cette affiche qui était vouée à être projetée dans les cinémas lausannois. C'est caché par là-haut, donc c'est une villa à la campagne, Tribu Architecture ne vous la construit pas. C'est une posture qui est une posture, on va dire, un peu par la négative ou un peu par l'ironie ou
ou pour montrer que finalement, on n'est pas obligé de se commettre à faire des villas. Dans les faits, le problème, il est un petit peu plus fondamental. C'est que ça montre qu'il il faut pas juste se satisfaire de ne pas faire de villas. Il faut se battre contre les villas. C'est un combat quotidien. Il faut dire, non, on ne la fera pas. Mais ce qui est important, c'est de dire pourquoi. Et il y a quelques années, d'ailleurs, il y a une dame qui nous avait appelé de quelque part au pied du Jura vaudois qui disait « J'aimerais construire une maison écologique, une maison Minergie », disait-elle. Et on lui avait dit « Mais bon, de toute façon, vous êtes tellement loin que pourquoi Minergie et pourquoi vraiment l'écologie serait pour vous quelque chose d'important ?» Et on lui avait dit « On va vous faire un calcul qui avait donné lieu à un petit mode d'emploi qui est disponible sur notre site internet, qui s'appelle « Habiter écologique, mode d'emploi », pour calculer la différence entre vivre à l'Abergement dans le Jura vaudois, travailler à Lausanne, elle et son mari, chacun avec une voiture, parce qu'il y en a un qui travaille à Lausanne, l'autre à, je ne sais plus, Étanière, Éclépeux, je ne sais plus, et quelque chose, et qui faisait les allers-retours en voiture. Parce que, évidemment, on ne peut pas faire autrement quand on habite à l'Abergement. Donc, la question, ce n'était pas de savoir, maintenant qu'elle a acheté son terrain, c'est de savoir, mais est-ce que vraiment on arrive à s'acheter une bonne conscience en construisant Minergie plutôt que pas Minergie. Et le calcul avait révélé que Minergie, c'est juste une valeur de 6 km d'éloignement de plus ou de moins entre Minergie et pas Minergie, si on utilise quotidiennement sa voiture pour aller travailler. Donc, en gros, c'était une façon de lui dire, la problématique de la villa, c'est la problématique de l'ensemble de ton mode de vie, c'est-à-dire Thomas Macy, Georges Maroun Kikano, ou la villa, c'est tellement sympa parce que je veux avoir ma maison. Et donc ça pose des questions qui sont en fait pas des questions de refus de faire certains mandats, comme si on avait le luxe de pouvoir refuser certains mandats, mais bien de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour militer. Là. On a des compétences, il faut militer contre ce modèle-là. Et je dois dire que je suis souvent assez stupéfait de voir les résultats des votations qui touchent à l'aménagement du territoire ou qui touchent à l'écologie. Hein, la dernière loi CO2, malgré sa misérable médiocrité et faible ambition, pas du tout à la mesure de la révolution dimensionnelle imposée, a quand même réussi à être rejeté par la majorité des Suisses. Donc, il y a un vrai enjeu politique. Et puis, le dernier point, on a mené cette activité de pédagogie pendant longtemps. Oula, je sens que c'est en train de gratouiller dans ma... Ouais. Et elle a été reprise par Ville en tête. C'est vraiment une opération de sensibilisation industrielle. L'idée, c'est d'aller voir plein de gens, plein d'enfants, qu'on revoit d'ailleurs parfois parmi nos stagiaires, nos futurs apprentis, etc. C'est toujours assez intéressant de voir ça, qui ont été un petit peu travaillés là-dessus. La sensibilisation, c'est super, mais attention, la sensibilisation, c'est la maladie de notre siècle. Pourquoi? Mais parce que ça n'engage pas. Ça, c'est pas révolutionnaire, en gros. C'est fabriquer des révolutionnaires qui, peut-être, dans 12 générations, auront enfin compris qu'ils auront chaud. Donc, la vraie question, c'est de savoir comment on sensibilise. Il faut sensibiliser, mais il n'y a pas de sensibilisation sans engagement politique, sans engagement éthique et sans volonté de faire. Donc, la sensibilisation, c'est génial, mais attention à celles et ceux qui utilisent ce biais, par exemple, avec l'incitation. On dit « attention, il faut inciter les gens. Non, mais moi, je crois à la bonté humaine. » Quand vous écoutez des débats à la radio, « Non, mais moi, je crois à la bonté humaine, à la capacité des gens à se prendre en main. » Ça veut dire que les gens sont des êtres rationnels et que, une fois sensibilisés, forcément qu'ils vont abandonner leur 4x4 et forcément qu'ils vont arrêter de prendre l'avion. Et c'est nier toute la première partie de l'intervention qui parle des représentations. Polluer, c'est cool. Il faut bien s'en rendre compte. Polluer, c'est l'expression de tout ce qui est fait de la valeur dans notre société. Donc, quand on dit « il n'y a qu'à dire aux gens polluer, c'est mal », et ça va suffire, non. Quand on fait de la sensibilisation, il faut travailler sur ces imaginaires-là, dans ces têtes-là, c'est-à-dire aussi profond que ça dans le crâne des petits-enfants et des plus grands-enfants, pour qu'ils soient les vrais révolutionnaires de demain. Parce que s'il y a une chose dont on est sûr et que l'on a appris de ce manifeste pour une révolution territoriale, c'est que ce n'est pas des mots en l'air.
Voilà, je vais m'arrêter avec ça, ne pas développer là-dessus pour pouvoir lancer un certain nombre de questions et en discuter avec vous toutes et tous. Oui, j'étais à Genève et on m'a dit, vous voulez pas faire de la politique? Et j'ai dit non. Une question en ligne, une question dans la salle? Ah, mais je te laisse lire, Gaël. Ah. Pouvez-vous mettre la slide d'avant? Alors, si on fait comme ça. Ouais. La racine de radical, c'est racine. Moi, ça me plaît assez que de dire que quand on dit « faut pas être trop radical, faut être consensuel, on est en Suisse, on va mollo », ça c'est une chose, mais surtout, on n'est pas radical. Et je trouve que ça, c'est une erreur d'interprétation du terme radical. Je pense que radical, c'est aller à la source des choses, aller à la racine des choses. Donc, cette radicalité aujourd'hui, il n'y a rien de moins objectif que ça. Radical, c'est le minimum vital pour répondre à cette révolution dimensionnelle. Alors, comment être radical selon toi, sur toute la rénovation des bâtiments? On a vu que c'était une grosse part. Comment on doit être radical là-dessus? Ouais, alors ça c'est compliqué, mais en gros, on a un cadre légal, donc il faut d'abord agir sur ce cadre-là. Il y a 2 ans, d'ailleurs, quand notre petite étude sur l'assainissement du parc immobilier vaudois est sortie, on l'a sortie parce qu'on réagissait, et notre objectif c'était de le faire, il y a eu des articles qui ont suivi cette petite étude, réagir à un communiqué fier de l'État de Vaud qui disait « on a doublé les 25 millions à disposition pour soutenir l'assainissement énergétique ». Donc, on était hyper content, on a doublé, on est passé à 50 millions. On a dit « ok, mais est-ce que là, il n'y a pas besoin de sensibiliser les gens et de les rendre attentifs à c'est cher ou c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup, hein, 50 millions? C'est le double. C'est donc beaucoup mieux en tout cas. Mais c'est beaucoup mieux que quoi? Donc, on avait dit, pour ça, il faut chiffrer l'objectif, c'est-à-dire assainir 100% du parc immobilier, les 16 millions de mètres carrés dont on parlait. Et puis, on avait dit, ça coûte, on avait fait toute l'étude, hein, jusqu'au montage des échafaudages. Oui, mais bon, peut-être que si on isole, on étanchéifie. Si on étanchéifie, il va falloir mettre un petit peu de technique à l'intérieur du bâtiment. On était allé assez loin dans cette petite étude. Modeste quand même. L'idée, c'était de sortir le chiffre. Le chiffre, c'est 15 500 millions. Hein? Quand on parle de milliards, on a souvent aussi tendance à oublier qu'on parle de 1000 millions quand on parle de milliards. Donc, c'est 15 500 millions, c'est 15 milliards. C'est l'équivalent du, alors peut-être que c'est en train de changer, mais du bénéfice de l'État de Vaud en 2019, mais sur 30 ans. Maintenant, on est en 2023, donc on a déjà perdu 3 ans, toujours à ce taux de rénovation de 1%. Et donc, l'enjeu là, c'était de la sensibilisation pour déconstruire le mainstream politique qui nous dit voilà, c'est ça. Maintenant, on peut causer, si ça vous intéresse, de choses qui sont plus liées à la désobéissance civile et à sa véritable utilité, à la violence. On peut discuter de ces choses-là qui sont le genre de questionnement qui intéresse les activistes. Est-ce que vraiment, je sais pas, bloquer un pont, une autoroute, se coller les mains sur, quel impact ça a? Est-ce que ça a un impact qui est du même ordre qu'un impact de sensibilisation? Ça, c'est vrai que c'est des grandes questions. Et je dois dire que je n'ai pas beaucoup de réponses. Par contre, je pense que les architectes, collectivement, sont assez bien outillés pour inventer ce genre de choses, c'est-à-dire des nouvelles modalités. Oui. À ce sujet-là, je prends la question de Benjamin Poignon par rapport à la sensibilisation. La question est, la Villa Minergie a-t-elle été finalement construite? La cliente a-t-elle changé d'avis grâce à votre calcul? Non, on n'a pas construit. On a dit, on ne vous le fera pas, mais par contre, on vous donnera le mode d'emploi. Et effectivement, la cliente a dit, oui, mais j'ai déjà acheté le terrain. Donc, on s'est arrêté là. C'est-à-dire, on ne l'a pas fait, mais par contre, c'est vrai qu'on n'a pas vérifié
si la villa s'est faite. C'est juste. Catel, tu avais une question avant de partir? Mais c'était sur la question d'échelle, parce que tu as commencé en parlant de chiffres, de grandeur. C'est évident qu'il faut qu'on change beaucoup de choses et qu'on soit très nombreux à faire dans la radicalité. Donc, comment on fait ça? Et je pense, ça serait à débattre, mais je pense que l'utopie et le projet peut quand même être un outil pour permettre aux gens de se rendre compte de manière positive aussi qu'on peut faire dans la radicalité et que ça va avoir un impact, mais ça peut aussi être chouette parce que je pense qu'il y a un enjeu et je trouvais intéressant que tu expliques qu'avant ton titre c'était la mort. Oui, l'architecture la mort, ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est Bisounours. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu dans la sensibilisation à présenter ça de manière cool en fait. Ce n'est pas que des contraintes, on doit réussir à montrer que vivre dans du low-tech, ça peut être super chouette, que de plus avoir de voiture, ça peut être super. Je pense qu'il y a un enjeu et tout ça, c'est une série de référentiels qu'on doit changer et partager. Donc, mais ce n'est pas l'un sans l'autre. Ouais, c'est pas l'un sans l'autre, mais pour faire du grand chiffre. Ouais. Ce que dit Catel, donc, donc est-ce qu'il ne faut pas être positif dans le message? En tout cas, quand on fait de la sensibilisation, c'est mieux. Moi, je trouve que c'est très. Et comment? C'est hyper intéressant comme question. Alors là, on pourrait partir sur des heures, mais moi, je pense que c'est un peu comme tout. Oui, il faut être positif et oui, il faut être négatif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Parce que justement, sinon, on montre un truc, mais l'autre, il reste quand même vachement cool. Donc, je pense que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces mecs qui vont, ou ces filles, qui vont déboucher les valves de pneus de 4x4, par exemple. Parce que je pense que ça c'est une... J'ai pas le courage de le faire. Hein. Je vous le dis, messieurs et mesdames les agents de police, je n'ai pas le courage. Hein. Il y a un vrai enjeu là, c'est que la sensibilisation, elle fonctionne aussi par le fait que, bon, mais je dois quand même abandonner quelque chose. Donc, trouver quelque chose de génial, c'est bien, mais l'abandon, ce deuil-là, et l'étude des biais, et de tout ce qui permettent de faire avancer et de produire le changement, montre que c'est quand même vachement plus efficace en se rendant compte que quand je prends mon 4x4, je me rends compte que au bout d'un moment, ça a quand même m'embêté au 3e soir où j'arrive plus à la reprendre. Et puis, il y a un moment, je viendrai à vélo juste parce que j'en ai marre de me faire embêter. Donc, c'est une multitude de messages. Et je pense que celui-là, on est toujours dans ce rapport, c'est-à-dire changer les imaginaires, changer les esprits, pour que ça fasse avancer. Parce que justement, l'être humain n'est pas un être objectif. Quoi. Je veux dire, moi, je suis contre. Maintenant, je suis pour museler les rapports du GIEC. On devrait interdire les rapports du GIEC. Ça ne sert à rien. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau rapport, on nous répète toujours la même chose. Donc, tout ce qu'il y a à savoir est su. Le fait d'attendre le prochain rapport du GIEC, c'est une très bonne façon de surtout ne rien faire en attendant le suivant. Et ça, c'est vérifié. Hein. Et donc, le problème, il vient aussi du fait qu'on se complaît dans une position qui est une position à laquelle on ne peut pas échapper, parce qu'on n'est pas là en train de dire « je suis un être débile ». Non, on a tous l'impression d'être vraiment des gens, des humains du 21e siècle, comme jamais on a été sur Terre, etc. Vraiment. Et je pense que cette humilité-là, si on la retrouve, on se rendra compte qu'on est capable d'être nul et qu'il faut se méfier de nous-mêmes, quoi, en définitive. Donc oui, être positif, mais oui, être négatif. Alors, Oscar, d'abord. Oui, je pense que c'est un bon problème. Je pose souvent la question de la transparence des objectifs et des actions qui sont menées. Et puis, je vais avoir ton avis là-dessus. Est-ce qu'on doit toujours être transparent sur Par exemple, la conservation du patrimoine, ça n'a pas toujours été dans mon esprit un allié du projet d'architecture. Mais en fait, je trouve que c'est un meilleur atout aujourd'hui, la conservation du patrimoine. Parce qu'on ne démolit plus, on garde. Et puis, ça pourrait être une sorte d'a priori que certains mettent collaborateurs sur la question, mais qui sont toujours portés par des enjeux écologiques, énergétiques, etc. Mais en fait,
Et finalement, j'ai envie de voir, on arrive sur un projet. On va développer un réseau de sur Dieu. Mhm. Mais je pourrais. Non, mais- Disons, elle existe, cette maison. À quel point il faut qu'on soit. Enfin, c'est vraiment une question que je pose, pas manipuler le monde, je me sens pas plus intelligent que les autres. C'est pas ça, c'est comment on utilise les outils qu'on a à disposition pour être plus efficace. Et à quel point, voilà ma question, à quel point on a besoin de chercher à convaincre. Parce que je pense que la plupart des arguments là, ils sont connus, Mhm. même s'il a été extrêmement bien présenté et rassemblé, qui sont connus dans tous les milieux. Ceux qui ne peuvent pas les entendre, c'est ceux qui ne peuvent pas. Ouais. Donc, est-ce que s'échiner à expliquer les objectifs de façon transparente, c'est possible? Ouais. Gaël, tu t'agites? Oui, Laurent, il faut que tu résumes. Je résume. J'avais l'intention de le faire. Pour les prochaines questions, s'il vous plaît, je vais vous demander de vous lever et d'aller vers Laurent. Vous vous mettez ici, vous dites bonjour. Ah, absolument. Donc, pour résumer, c'est, excuse-moi Oscar, donc en gros, quid du patrimoine? Et donc, est-ce que le patrimoine n'est pas une ressource? Et quid est-il vraiment nécessaire de vouloir encore sensibiliser au patrimoine alors que la façon dont on considère le patrimoine est une façon qui est plutôt bloquante des projets, si je résume bien. Est-ce qu'on a besoin d'être transparent? A-t-on besoin, et donc a-t-on besoin d'être transparent sur la valeur des choses donc? Et sur les actions qu'on mène, d'expliquer les bonnes raisons de mentir. Ouais. Ouais, mentir, c'est une vraie question. Mais ça dépend sur quoi, parce que la très grande majorité des gens ne montrent pas révolution dimensionnelle parce que c'est justement pas du mensonge. Donc, c'est aussi du mensonge par omission. Donc, je trouve que c'est effectivement intéressant. Sur le patrimoine, moi, je trouve que c'est notre rapport au patrimoine qui pose problème. Pourquoi est-ce qu'on considère le patrimoine comme on le considère, quoi? Des trucs à protéger et tout, alors que c'est de la ressource, quoi. Et je pense que si on se met, c'est le texte que j'ai écrit pour Dreyer et Frenzel dans Social Loft, si on se met dans une perspective future, c'est-à-dire de quelqu'un qui s'est sorti de notre façon de voir le patrimoine, le patrimoine, il se désosse, il se reconstruit, il se récupère, il y a tout d'un coup un produit qui a de la valeur et un autre qui n'en a pas, je sais pas, du vitrage, c'est quand même une technique assez sophistiquée, une fenêtre, c'est des choses, ça va peut-être pas être si évident et peut-être que la valeur de ces choses va énormément évoluer. La valeur économique, mais donc la valeur sentimentale ou la valeur ou le sens de ça. Donc, oui, je pense que ça pose la question, quand on parle de patrimoine, de pourquoi on continue de parler du patrimoine comme ça. Ce qui pose une question, je pense, pour les, entre guillemets, défenseurs du patrimoine, du lobby patrimoine, c'est qu'ils devraient déclarer leurs intérêts. Ils devraient dire, pour moi, le patrimoine, c'est comme ça, c'est ça. Hein, ce n'est pas implicite. On aime tous le patrimoine. Non, mais on est en note 2, non, mais on est en note 3. Alors, évidemment quoi? Évidemment, on peut désosser ou pas désosser. On peut considérer que la structure, le mode de vie qui va avec, tout ce qu'il y a dans le patrimoine de non valorisé patrimonialement et qui fait qu'on ne sait plus voir les modes de vie de ce patrimoine. Par exemple, une ferme. Toutes les fermes dans le canton de Vaud, en tout cas à Lausanne, sont au minimum en note 4 ou 3. Est-ce qu'on se préoccupe de savoir pourquoi les fermes sont abandonnées et qu'elles sont utilisées pour fabriquer des villas à l'intérieur? C'est bien parce qu'on a tué l'agriculture. Donc, en gros, la question de ce patrimoine-là, c'est la question de ce mode de vie et donc de ces exploitations-là, de cette forme d'exploitation qui est en train de détruire la planète, il se trouve. Donc, en gros, la question qui nous est posée, c'est bien la question du mode de vie, la question sociétale de savoir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir le respect minimum du patrimoine, c'est-à-dire de cette façon de vivre. La question n'est pas de savoir si on rajoute des tuyaux de plus jusqu'à cette ferme. La question, c'est pourquoi est-ce que cette ferme n'est plus une ferme? Si on regarde le rapport du Shift Project sur les métiers, c'est 25% de gens qui devraient se retrouver à terme dans les champs. Voilà. Ces bâtiments, ils seront utiles comme réutilisation de leur patrimoine pour leur usage. Sinon, au patrimoine pour faire joli,
Ça va être très intéressant, tous les débats qu'il y a actuellement à Lausanne sur le stade, sur, je sais pas, toutes ces questions-là, elles posent cette question de départ, c'est-à-dire l'usage de cet espace-là, à mon avis. Mathieu. Oui, micro. Mathieu, micro. J'avais une question plus sur le retour sur le manifeste. Si vous n'avez pas dégonflé tant de pneus, est-ce que le manifeste en a dégonflé certains? Alors, on ne croule pas sous les 4x4 en feu actuellement. Donc, effectivement, c'est compliqué à évaluer ce retour-là et cette façon de faire. Hein. Faire un livre, d'ailleurs, ce n'est pas un livre qui est fait pour être vendu, c'est Tribu qui a acheté ses propres livres pour pouvoir le diffuser. Donc, en gros, à part quelques cas, tout a été payé par Tribu. Donc, c'est du lobbying, on va dire. Hein. C'est une façon de dire « c'est ça qu'il faut faire hein. ». Ce n'est pas du tout « s'il vous plaît, je suis un grand écrivain, j'aimerais qu'on achète mes livres et que j'ai du succès avec ». Donc, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué à évaluer, mais c'est peut-être un peu tôt aussi pour tirer un bilan définitif de cet échec-là. Et comme on n'est pas encore à la retraite, on va encore agir quelques années pour poursuivre cette œuvre, quoi. Ça c'est sûr. Moi, j'ai l'impression que ça change quand même dans les débats. Ça change dans les débats, peut-être. En tout cas, les mots, ils évoluent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire des choses qu'on ne pouvait pas dire il y a peu de temps, en tout cas, nous, sans passer pour des extraterrestres et tout. Donc ça va. Peut-être même aussi la portée politique, c'est-à-dire revendiquer une emprise, un métier, une discipline citoyenne. Peut-être que ça a aussi changé. Hein. Pendant quelques temps, on a même eu un peu des conflits avec la profession. Est-ce que vraiment c'est notre rôle de faire la leçon, d'agir, de faire de la politique, chacun son domaine. Et je pense que c'est vraiment le propre d'abord de l'architecture et des métiers du territoire que d'être hyper transversaux. Donc, on doit tous être écolos, en gros, on doit tous comprendre l'impact de ce qu'on fait et le lire et participer un peu à ce grand mouvement. Donc, dans ce sens-là, probablement que ça a un peu évolué. J'ai vu pas mal de gens qui ont dit « ouais, c'est génial cet engagement ». Alors que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, s'engager, ça veut dire admettre une logique partisane, c'est-à-dire peut-être quel parti, et puis gauche, droite, et puis une sorte d'opposition comme ça. Et moi, je suis pour repolitiser ce débat sans trop de problèmes, de tabous. Il nous reste 14 minutes. On va les utiliser pour faire la révolution. Oui, Gaël qui va venir. Non, ce que je trouve intéressant avec le projet Aux Plaines du Loup, c'est que pour l'instant, on a reçu pas mal de critiques quand même de c'est trop dense, il y a des vis-à-vis, il n'y a pas de la vue. Et par rapport à cette question de reconquérir des petits espaces, je me réjouis de voir si, quand ce sera terminé, voilà, les différentes pièces urbaines, quel sera le regard en fait sur cet urbanisme rétrograde? Ouais. Moi, je me pose aussi ces questions-là. Il y a effectivement, d'abord, c'est une densité qui est aussi le fruit d'études, puis d'études, puis d'études. Donc, le projet, il est ce qu'il est. Et peut-être que le projet, à l'origine, était une utopie et qu'il est en train de rentrer dans le concret du concret. Mais moi, je fais le pari que cette densité très importante, hein, on est à 2,8, je crois, d'indice d'utilisation du sol à peu près, est à mettre dans la balance d'autres choses qui sont peut-être plus subtiles. Par exemple, il n'y aura pas une bagnole dans ces cours et dans ces rues, ou très peu de voitures dans les rues, et en tout cas pas dans les cours. Et ça, je pense que la densité de non-voitures a un vrai impact sur la qualité de vie. Et donc, que cette densité, elle peut aussi être relativisée par le fait que entendre des enfants
qui crient, ça nous évoquera beaucoup plus Bellerive, loin des voitures, que un dessous de pont d'autoroute, quoi. Ou même ici, Saint-Martin, avec ces bagnoles en permanence et cette conduite virile de gens qui font en montant la rue Saint-Martin en permanence. C'est notre quotidien, quoi. Et donc, il faut se farcir ça. Et je pense qu'au Plaine du Loup, on sera dans un autre rapport. Et donc, la densité, c'est une chose, mais il y a plein d'autres aspects. Et les aspects coopératifs, la programmation, le fait qu'il n'y a pas de logement au rez-de-chaussée avec des volets qui se ferment. Enfin, il y a plein de choses qui, mises bout à bout, vont quand même être hyper intéressantes. Enfin, moi, on va dire, j'y crois. Et c'est pour ça qu'on va participer à ce projet, pas seulement en planifiant et en étudiant, mais aussi dans la suite, c'est-à-dire l'architecture, c'est la vie. Donc, on va voir ce que nous, on peut faire en tant que bureau en ouvrant le biotope, en créant un peu des activités qui vont aussi aller dans ce sens-là. Et je pense qu'il y a un vrai levier à agir en vivant, quoi. C'est Jean-Marc Lamunière qui avait participé en tant que vieil architecte à une vidéo dans les années 2000, une vidéo faite par la Fédération des architectes suisses, hyper intéressante, qui confrontait des points de vue de jeunes architectes de l'époque et de vieux architectes. Et Jean-Marc Lamunière, on lui pose la question, mais en fait, c'est quoi qui est important dans l'architecture? Puis il dit, oh, question. Et bout d'un moment, il dit, ce qui est important, c'est la vie. Et je trouve que c'est hyper important de voir la quantité de projets qu'on peut mettre dans la vie. Ce qu'on a mis en place avec certains d'entre vous, avec la coopérative agricole et le projet Fin de Louvre, c'est un projet qui dépasse complètement l'architecture, mais qui a besoin de l'architecture. L'architecture est un partenaire de ce projet qui vise à récupérer les excréments et les urines pour les mettre dans un champ, cultiver des fruits et légumes d'une certaine façon, les ramener dans le quartier, les traiter, les conditionner, les manger. Et donc, tout ce cycle alimentaire, c'est de l'architecture, quoi. Donc, on est, en tant qu'architecte, au cœur de ces questions-là. Le gros problème de tout ça, y compris de la question du patrimoine, c'est qu'on est payé au coût de l'ouvrage. Donc, en gros, on est payé et notre sens économique, il n'existe que le jour où on a un ouvrage. Alors, bon, l'urbanisme, c'est un peu différent, mais le jour où on a un ouvrage, et plus gros égale plus d'honoraires, etc. Donc, en gros, cette soumission à la logique de marché, elle nous influence quotidiennement. Gaël? Ah, petite note. Patrick nous dit. Ah oui. Peut-on vraiment s'attendre que les gens qui se retrouvent à dessiner nos lois, nos normes, ah mais vous l'entendez en fait, prennent des décisions qui vont au-delà du ton politique, 5 à 10 ans, du moins sans des dizaines d'années de sensibilisation intensive? Oui, c'est toute la question. Effectivement, c'est tout notre paradoxe. Il y a le paradoxe dimensionnel, mais il y a ce paradoxe temporel, quoi. La question, c'est est-ce qu'il faut être sûr de réussir pour commencer à faire l'effort? Sûr de réussir? Non. Commencer à faire l'effort? Oui. Puis voilà. Est-ce que ça répond à la question de Geoffroy? Geoffroy, est-ce que ça répond à la question? C'est sûr à mon avis, c'est sûr qu'on n'arrivera pas au 1,5 degré, par exemple, et à plein d'autres drames. Donc, c'est toujours le dilemme du catastrophisme. Non, il ne faut surtout pas être catastrophiste. Quand on demande de ne pas être catastrophiste, on dit en fait, entre les lignes, s'il te plaît, ne me fais pas peur. Les journalistes sont les spécialistes de ça. Hein, et ils disent toujours, est-ce que vous êtes optimiste? À la fin, on invite le spécialiste, mais est-ce que vous êtes optimiste? Je ne connais pas un spécialiste qui dit non, je ne suis pas optimiste, parce que son boulot, c'est d'être optimiste, vu qu'il est payé pour répondre, proposer des solutions. Dans le manifeste, on a, je ne sais pas, 50, 60 solutions, clés en main. Et la vraie question du bilan, c'est qui a le courage de prendre l'une de ces solutions et de les faire valider. Des vraies solutions, hein, pas déclarer l'urgence écologique, quoi. Hein, ou bien, et si la prochaine fois on fera mieux? Non, ça c'est des promesses en l'air.
On a des solutions, je ne sais pas, gratuité des transports publics, il y a une solution Oscar sur la gratuité des vélos dans les transports publics à la montée, hop, dans le manifeste Oscar. Eh bien, ça, c'est la vraie question. Je dois dire qu'on a souvent été, je m'égare peut-être un peu, mais avec les étudiants à la HES de Fribourg, confrontés, et c'est comme ça que je commence mon cours sur l'état de la planète et l'anthropocène, c'est je dis, quand on dit aux gens, c'est la catastrophe, ce que fait le GIEC une fois tous les 6 mois, c'est la catastrophe. Eh bien, les gens disent, tu ne peux pas me dire que c'est la catastrophe, c'est du catastrophisme, tu me fais du mal, donc donne-moi des solutions. On dit, bah voilà, les solutions, c'est abandonner ta voiture, ne plus prendre l'avion, venir vivre en ville. Ouh là là, c'est quand même vachement radical, ça, je ne suis pas prêt, ce n'est pas réaliste. Se reconnecter au réel, ce n'est pas être réaliste. Et effectivement, ce n'est pas réaliste, mais c'est nécessaire pour le réel. Donc, c'est la même racine, les deux, mais par contre, on oublie le réel pour être réaliste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est prêt à entendre dans nos têtes. Donc, s'il te plaît, est-ce que vraiment c'est si dramatique que ça, la situation de la planète? Bah oui, la situation de la planète, c'est celle-là. Ah, dis donc, tu ne dois pas me dire que c'est si affreux, il faut des solutions. Voilà les solutions. Ah, dis donc, elles sont trop radicales, donne-moi l'état de la planète. Et c'est une sorte de cercle vicieux. Pourquoi? Pour gagner du temps. On est piégé par nous-mêmes. Méfions-nous de nous-mêmes. Et de moi-même, hein, moi, je n'échappe pas à la règle. Je sais combien je dois travailler sur moi au quotidien pour être un meilleur être humain. À chaque minute, ça veut dire c'est des gens qui s'en vont, en fait. Oh là là. Non. Restez, s'il vous plaît. Restez. C'est pas ça. Ah, OK. 36 personnes. Une dernière question? Une dernière de dernière. Pas de questions dans la salle? Oui, Odan. Micro, Odan. Moi, je trouve super quand tu parles de la vie dans l'architecture. Donc, je trouve qu'effectivement, l'architecture, ça doit aussi raconter une histoire. Par contre, aujourd'hui, on est avec des catalogues de produits. On n'est pas du tout dans l'artisanat. Et est-ce qu'on peut encore raconter une histoire avec des produits? C'est vrai que pour l'instant, on raconte beaucoup d'histoires. Hein, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que les architectes, en particulier sur la question des matériaux, par exemple, il y a un vrai mouvement. Matérium, Mathilda, enfin un peu toutes ces initiatives qui s'intéressent tout d'un coup à retrouver, et d'ailleurs ça renvoie à la question du réel, quoi, retrouver un petit peu ce côté un peu sensible finalement à l'architecture, à la construction. Mais c'est vrai que on souffre, quoi, actuellement. On souffre parce qu'en permanence, on doit dealer, non pas avec le réel, mais avec la réalité. Typiquement, quand on fait un concours, on se pose systématiquement la question, mais est-ce que ce n'est pas un peu trop radical pour le jury, c'est-à-dire dans sa capacité à accepter, je sais pas, de la terre crue dans son immeuble, dans son bâtiment, de ne pas respecter certaines normes parce que on va récupérer tel et tel espace et telle façon de gérer ces TMS, ce logement, etc. Donc, ça repose toute une série de questions qui renvoient, malgré, on va dire, le fait que le concours et les jurys sont là pour faire aussi avancer cette culture-là, renvoie à une question assez simple pour le maître d'ouvrage, à mon avis, c'est mais est-ce que vraiment j'aurais un bâtiment qui répond à ce que je m'imaginais? Et donc, ce fantasme d'un maître d'ouvrage qui aimerait un bâtiment tout neuf, tout joli, on lui dit, ouais, il y aura de la terre et il y aura du réemploi. Ça ne sera pas le top du top par rapport à la logique de performance dont je parlais avant. Je pense qu'au fond d'eux, les maîtres d'ouvrage, ils ont quand même de la peine à se dire « bon, je vais payer le même prix pour avoir moins bien ». Et ça, il faut bien se rendre compte que bien ou pas bien, c'est une notion qui est assez compliquée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut beaucoup en parler, parce que cet implicite-là, il renvoie à une question, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est que pendant longtemps, et j'ai participé à plein de séminaires qui parlaient de la densité, de la qualité. Et on parle toujours de la qualité. Nous, les architectes, on est capable de faire de la qualité. Et on parle de qualité, mais on ne définit jamais ce que c'est que la qualité. La qualité,
c'est les valeurs qu'on se choisit, hein, parce qu'avoir un bâtiment neuf, il est forcément de meilleure qualité qu'un bâtiment récupéré, recyclé, etc. Cette histoire-là, elle parle assez peu, en fait, à ces maîtres d'ouvrage. Donc, il y a un vrai lobbying, il y a un vrai levier aujourd'hui de se reconnecter. Les architectes qui sont en train de se former dans des domaines, ouais, on va projeter du chanvre, les conférences de Mathilda l'année passée, super intéressantes, quoi, qui nous montrent que c'est possible et qu'il y a potentiellement un marché, accessoirement. C'est-à-dire qu'il y a même des entreprises qui commencent à le faire. Parce que quand on parle du marché de la construction au sens large, c'est là qu'on se rend compte de combien on est piégé par des logiques de marché, quoi. Et donc, le coût, les sous-traitants en cascade, les fournisseurs, les problèmes de matière et tout, la mondialisation, la globalisation et toutes ces questions-là, on est complètement piégé par ça. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est un peu par analogie à l'agriculture, dans ces produits-là, c'est qu'ils reconnectent aussi à un certain artisanat, à une échelle de produits, à un autre rapport sensible, phénoménologique à l'architecture. Et donc, tout sauf ce qu'on fait avec nos produits bourrés de plastique, nos produits qui viennent de partout et qu'on fait 12 allers-retours à travers le monde pour se retrouver dans nos bâtiments. La logique de performance, la logique de label, la logique de normes, de standards, tout est opposé à ces réflexions, pourtant fort légitimes, si on veut aussi réduire notre impact quand on construit. Parce que construire, c'est comme en béton. Hein. Moi, je suis pour rien interdire, mais pour donner des compétences et faire confiance aux architectes urbanistes. Je crois que c'était une des questions que j'ai posées dans la newsletter pour inviter à cette conférence Bisouville. C'est faisons confiance aux architectes urbanistes. C'est une façon de dire abandonnez les normes et les standards, faites confiance. Hein. Si vous construisez, si vous rénovez une école, eh ben, on peut la rénover, ça sera vachement cher, mais ça sera tout aussi bien et vraisemblablement mieux pour la planète. Mais pour ça, il faut déléguer cette compétence. On a tout ce qu'il faut et nous, on continue d'étudier dans notre coin et on ne se bat pas au sein de ces... Enfin, pas tous, hein. On ne se bat en général pas assez pour transformer aussi le métier. C'était la dernière question. Merci à toutes et tous. Je vous rappelle la prochaine conférence du 27 avril 2023. Je précise l'année parce que comme tout ça va se retrouver sur YouTube, vraisemblablement, eh bien, si vous nous écoutez sur YouTube ou toute autre plateforme, ne cherchez pas chaque 27 avril. J'ai dit 27, je ne sais plus. Regardez sur le site tribu-architecture.ch pour avoir toutes les conférences. Inscrivez-vous à notre newsletter et comme ça, vous serez informé de toutes ces démarches de sensibilisation, d'engagement et les réflexions qu'on mène sur les différents domaines qui nous occupent. Merci à toutes et tous. À bientôt et bon retour chez vous à pied. Ah,